Merci de renouveler votre confiance à Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé de nouveaux mandataires à la tête de quelques institutions de l'État, notamment à la Société nationale de l'électricité, SNEL SA. Fabrice Lusinde Walusangi Kabemba est désormais le nouveau directeur général de la SNEL. L'ordonnance portant sa nomination a été lue le 10 octobre sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ouvert le lundi 10 octobre à l'atelier de renforcement de capacité des jeunes des différents domaines et des différentes structures sur les vivre ensemble, l'éducation civique et la résolution des conflits s'est clôturée ce mardi 11 octobre 2022. Cette activité s'est tenue dans la salle du cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Nous parlerons également éducation dans ce grand direct. Ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'université Jean 23 de Colosie ce mardi 11 octobre 2022. La cérémonie solennelle a eu lieu au Scholastica Saint-Jean 23 après une messe célébrée en la mémoire de Pape Jean 23. Les détails avec Teddy Dizamba dans ce grand direct. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce grand direct devant les journalistes réunis dans un briefing spécial lundi dans la soirée. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a dissipé tout malentendu au sujet des accords que la République démocratique du Congo a signés avec le Rwanda. Il a expliqué qu'au lendemain de la prise de Bunagana par le M23 appuyé par les Rwandais, tous les accords ont été suspendus. Patrick Muyaya a également insisté qu'il n'y a aucun accord qui ne soit fait de manière transparente. Le porte-parole du gouvernement a martelé qu'il n'y a pas d'accord secret conclu avec le Rwanda. Suivez. Le besoin de paix en République démocratique du Congo est un besoin immédiat. Je lisais encore un article où le nouveau président kenyan disait que le Kenya perdait 10 milliards. Le manque à gagner est tellement grand que tous ces pays qui sont autour de nous ont besoin que la République démocratique du Congo retrouve vite sa paix. Et il faut savoir que dans le CONOPS, c'est le plan opérationnel qui a été mis en place par les différents chefs d'état-major, il n'y a aucune force qui ne viendra opérer en République démocratique du Congo sans un appui stratégique ou un accompagnement de forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il faut savoir que chaque fois qu'il y aura déploiement des troupes, pour un moment convenu, suivant les détails du plan opérationnel, que malheureusement je n'ai pas l'habilitation pour l'avoir, mais ça se fera sous l'accompagnement de nos forces armées. Et donc il faut considérer que c'est un choix politique qui comporte évidemment des risques par rapport à notre opinion publique, mais c'est un choix qui nous permet rapidement de rassurer les uns les autres. Nous, République démocratique du Congo, nous avons souscrit à 2 processus de paix, pour ne pas dire 3. Il y a le processus de Luanda, autour du président João Lorenzo, en tant que président de la CIRGL mandaté par l'Union africaine. Il y a le processus autour du conclave de Nairobi, qui est organisé après notre adhésion en avril dernier à la communauté des États d'Afrique de l'Est, à la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis il y a eu cette médiation française entre le président Macron et le président Kagame et le président Tshisekedi qui a permis d'avoir cette réunion qui a eu lieu à New York. Et dans tous ces forums où nous sommes partis, nous avons tous souscrit à un cessez-le-feu. Et donc, il faut mettre fin à cette fausse polémique. Il n'y a pas d'accord secret qui a été conclu avec le Rwanda d'aucune manière et du reste, les vidéos sont disponibles. À Kwamouf, dans la province de Maïndombe, l'arme noire, justice, quelles réformes sont des questions qui ont été posées à Patrick Muyaya en ce qui concerne la situation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le président de la RDC a chargé la ministre de la Justice de documenter les faits infractionnels et d'accélérer les rétablissements de l'ordre public. Le ministre pense que dans cette crise de Maïndombe, il y a eu invraisemblablement une main noire au regard des témoignages reçus et du modus operandi. C'est pourquoi il y a des enquêtes pour établir la vérité sur tout ce qui s'est passé. Suivez. Au terme de sa communication, le président de la République avait
chargé notamment la ministre de la Justice et garde des Sceaux, comme le ministre de l'Intérieur et de la Défense, de documenter les faits infractionnels sur l'ensemble des périmètres de la zone de conflit et d'accélérer les rétablissements de l'ordre public. Aujourd'hui, il est établi que si nous voulons éviter le cycle répétitif de la violence, la justice doit sévir de manière exemplaire. Et si vous avez suivi les 2 derniers comptes rendus, le ministre de la Défense nous a dit qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, des gens qui sont arrêtés ici à Kinshasa au niveau de la 14e région militaire, de la première zone de défense, mais d'autres qui sont arrêtés de l'autre côté. On a parlé des mains noires. Évidemment que parler des mains noires, c'est la résultante des témoignages. Parce qu'il y a des populations qui se sont déplacées, des gens qui ont vu, qui estiment par exemple que les modus operandi, l'utilisation des machettes ou des armes blanches, l'utilisation de fusils des chasses, ce sont des éléments qui paraissent suspects. C'est pour ça qu'il y a des enquêtes, c'est pour ça qu'il y a des missions qui sont diligentées pour arriver à établir le fait. Lorsque vous regardez comment certains compatriotes ont été tués, comment on s'est attaqué aux militaires, aux policiers en tenue d'une violence inhumaine et jamais vue, c'est tout à fait normal qu'on se pose des questions s'il existe une main noire. Et donc, de toute évidence, toutes ces questions pourront être éclaircies par les différentes missions qui vont aller sur place et par les enquêtes qui seront diligentées. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus de 20 structures sanitaires ne fonctionnent plus depuis le contrôle de plusieurs localités par le combattant du M23 en territoire de Rutshuru, surtout dans la zone de santé de Rwangouba. Révélation faite par Anne-Sylvie, chef de la sous-délégation du Comité international de la Croix-Rouge de Goma. Elle l'a dit au sortir de sa rencontre ce mardi avec le vice-gouverneur du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Romy Ekoukali Popo. Suivez Anne-Sylvie, chef de la sous-délégation de la Croix-Rouge Goma. Dans cet extrait est choisi par Patrick Sialua. Rutshuru, notamment sur l'accès aux soins de santé. On a une situation un petit peu compliquée dans le Rutshuru actuellement où il y a beaucoup de centres de santé qui ne fonctionnent plus. Et voilà, on va voir comment on peut travailler ensemble, aussi avec le département de la DPS, afin qu'on puisse voir ces centres de santé qui recommencent à fonctionner dans le territoire du Rutshuru. Surtout les déplacés en fait, je parle surtout de la région de Rwangouba, où il y a 21 centres de santé qui ne fonctionnent plus. Donc l'idée, voilà, c'est petit à petit qu'il y ait une normalité qui se rétablisse aussi dans ce territoire et que les gens puissent accéder aux soins de santé. Non, c'est surtout la remise en marche des centres de santé qui marchaient très bien auparavant. J'entends la DPS fait un très bon travail ici dans le territoire. Madame, à cause des conditions de sécurité, le personnel de santé a dû partir et il y a un manque d'intrants actuellement aussi. Donc voilà, c'est essayer de rétablir cette normalité dans le territoire afin que toutes ces personnes puissent avoir accès aux soins de santé, c'est vraiment important. Et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le lundi 10 octobre à la nomination des nouveaux mandataires à la tête des quelques institutions de l'État, notamment à la Société nationale de l'électricité, SNEL SA. L'ordonnance présidentielle a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Michael Mutula. Fabrice Lusinde Walusongi Kabemba est désormais le nouveau DG de la SNEL. Cette ordonnance nomme également quelques personnalités au conseil d'administration de cette institution. Kisoloke Ntiamba Mfumu va occuper les postes de président du conseil d'administration. Fabrice Lusinde Walusongi Kabemba fut directeur général adjoint et élevé au rang du directeur général, et Luamba Mubatedi occupera les postes de directeur général adjoint. Cette nouvelle équipe aura pour mission la réduction des poches noires dans les grandes villes et l'amélioration de la desserte au niveau national, la relance du plan de redressement de l'entreprise et du programme d'investissement afin d'augmenter la capacité de la production de la SNEL et de répondre à la demande énergétique croissante dans les pays.
La Société nationale d'électricité SNEL SA a été créée comme une entreprise publique devant produire et desservir du courant électrique à moindre coût pour les ménages, voire les entreprises installées sur l'ensemble du pays. Cependant, cette dernière, dans son évolution, n'a pas échappé à la crise socio-économique ayant secoué la RDC dans les années 90, avec comme conséquence la baisse de la qualité des services, surtout dans la desserte de l'énergie domestique à Kinshasa et dans d'autres provinces du pays. Et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, est arrivé dans la soirée du lundi 11 octobre 2022 dans la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. L'identification biométrique des fonctionnaires de l'État est l'objet de sa visite. Sarah Katebe. Le ministre de la fonction publique séjourne à Matadi dans les Congo central. Pour sa première visite dans cette ville de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Liaou a été accueilli chaleureusement par la population à l'entrée de la ville vers le mont Mpozo. À marge de son séjour au Congo central, les patrons de l'administration congolaise vont procéder au lancement de la phase d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État en province. Cette opération va se dérouler en 5 phases, en raison des 5 provinces par phase. En outre, il procédera selon le programme de son séjour au recensement complémentaire des retraités et rentiers ainsi qu'à la pose de la première pierre des constructions du bâtiment qui abritera les sièges de la Caisse nationale des retraités. Dans cette ville, Jean-Pierre Liaou sera face aux chefs des divisions et des bureaux ainsi qu'à tous les agents publics de l'État avec l'organisation des audiences sans rendez-vous qu'il a lancé depuis quelques temps pour échanger avec les fonctionnaires, cela dans le but de prêter une oreille attentive à leurs problèmes en vue d'envisager des solutions idoines aux dossiers présentés. Cette visite fait suite à l'instruction qu'il a reçue du chef de l'État lors de la 32e réunion du Conseil des ministres tenue le 6 mai 2022 relative à la finalisation de la constitution du fichier des références de l'administration publique afin de maîtriser les effectifs et de les gérer de manière efficiente. Et dans la province du Lualaba, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics a effectué une visite surprise au service de l'office de route pour s'enquérir de la situation des agents et fonctionnements techniques dans son secteur. Puis le ministre a assisté à la cérémonie inaugurale du nouveau pavillon de la prison centrale de Dilala par la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Regardez. Soucieux du bon fonctionnement de ses services et les conditions idoines des agents de l'État œuvrant dans son secteur, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Célestin Machata Kayembe, a bien entamé la semaine par une visite surprise ce lundi à l'office de route pour palper du doigt la réalité du service rendu, tenant compte de l'évolution technique et professionnelle des différents services. Accueilli par le directeur provincial de l'office de route, ici, le patron des infrastructures en province dévoile le motif de sa visite. L'office de route, c'est un grand outil qui est vraiment mis à la disposition du ministère des Infrastructures. Si l'office de route travaillait correctement, on n'aurait pas rencontré toutes ces entreprises qui sont en train de pulluler ici en province dans le secteur des infrastructures routières. Parce que c'est l'office des routes qui est chargé normalement de faire des routes et aussi de faire des ponts. Ils ont l'expertise. Ils ont des ingénieurs, des gens capables de faire ce travail. C'est pourquoi on est venu un peu les motiver pour qu'ils prennent conscience que c'est un outil important pour notre province. Ça n'est suivi une visite guidée dans différents bureaux que composent ces services. Sur place, le ministre constate la présence de chaque personnel au poste de travail exécuté au quotidien. Après un échange fructueux avec ces derniers, le dynamique Célestin Machata exhorte les travailleurs à emboîter les pas du directeur qui ne jure que par respecter le chemin à suivre de la hiérarchie. L'excellence est venue, nous a conseillé comment nous devons nous comporter pour essayer d'améliorer nos travaux. C'est ce sens que nous avons parlé avec lui. Et puis nous aussi, nous avons présenté nos doléances pour que l'histoire puisse, qu'on parle le même langage, afin qu'on puisse aller de devant dans le cadre des travaux routiers. Une journée sans repos du ministre provincial des infrastructures sur terrain, il a pris part à la cérémonie inaugurale du nouveau pavillon de la prison centrale de Dilala, construit sous financement du gouvernement provincial de Lualaba. Sur place à Kolwezi, chef-lieu de la province, la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo,
a procédé par la coupure du ruban symbolique en présence du gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini et d'autres personnalités du corps juridique, politico-administratif et militaire. Et le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Gaston Mouchid, était à l'écoute des habitants du village Kassola ce mardi 11 octobre, victimes des spoliations de leur terrain par l'entreprise Safricas. Ces habitants veulent voir clair quant à leur indemnisation. Une descente est prévue sur les lieux pour s'imprégner de la situation. À suivre ce reportage. Le conflit foncier dans la province du Lualaba est dire son dernier mot. Les habitants du village Kassola, dans le groupement Kazembe, situé à plus ou moins 5 km de Kolwezi, étaient à l'Assemblée provinciale du Lualaba ce mardi 11 octobre. Reçus par l'honorable Gaston Mouchid, rapporteur, ces habitants sont victimes des spoliations de leur terrain. Ils accusent l'entreprise Safricas d'avoir acheter leur terrain et pourtant ils détiendraient les documents venant du chef Kazembe. L'entreprise citée les oblige même à se faire enregistrer sans une discussion au préalable. Apparemment shipenda tako basanti. C'est-à-dire na d'imposer kujisha ile mampango yote etushakuza légalement, haina illégalement hapana. Au regard de la complexité du dossier, l'honorable Gaston Mouchid a projeté une descente sur les lieux à problème. Il a également exhorté ces Lualabais de faire confiance à l'Assemblée provinciale du Lualaba car plusieurs édits ont été votés pour protéger les autochtones en matière de délocalisation. Tu attaquer ou bien tu accuser moi je propose tu couille parler tu oni maborne yenu tu oni mikanda yenu tutaitisha Afrikas na atonesha yake mikanda tu oni pa mamikanda yote ya wapi ya mzuri ya wapi ya shipo mzuri parce que par Kassola normalement ni pa mukini bantu wanalima mashamba kama unafika kutosha bantu hapana batosha sasa bantu yako ni bantu ya binya leta kuko procédure tu vota ka edi munayo bien inafaa délocaliser bantu. Avec espoir d'être rétablis, ces Lualabais ont quitté le siège de l'organe délibérant en toute quiétude. Autre chose, ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'université Jean 23 de Kolwezi ce mardi 11 octobre 2022. La cérémonie solennelle a eu lieu au Scholastica Saint-Jean 23 après une messe célébrée en la mémoire du pape Jean 23 à Teddy Dizamba. L'université Jean 23 de Kolwezi a ouvert son année académique ce mardi 11 octobre. Cette nouvelle université organise les facultés de théologie, de philosophie, des sciences économiques et informatiques. L'une des particularités de cette institution est le département de l'économie minière pour rencontrer les besoins de la province minière du Lualaba. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général académique de cette institution a invité les étudiants à faire confiance à cette université. Une nouvelle université au Lualaba est un défi pour notre pays qui abrite la capitale mondiale du cobalt, c'est-à-dire le symbole élégant de la technologie, de la modernité, de l'économie mondiale globalisée. Et Jésus aujourd'hui s'adresse à nous et en particulier aux étudiants et étudiantes de l'UJCOL en ces termes. Heureux êtes-vous, car beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas vu. Heureux êtes-vous, car vos yeux voient ce que les autres ne voient pas. Les gestionnaires de cette université ont également saisi l'occasion pour faire connaître aux participants à cette cérémonie les avantages des différents départements dans l'économie minière. Pour Henri Yave, l'étudiant en économie minière sera capable de gérer le domaine minier. Il peut être dans un cabinet où il est consultant dans le domaine minier, dans les études environnementales et sociales. Il peut travailler à la division de mines, il peut travailler à la DGRA, à la DGI. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura des outils nécessaires de se défendre comme un économiste, mais avec un peu de plus parce que lui, il a un accent assez particulier d'une approche
des activités minières. L'inauguration de l'université Jean 23 interviendra dans les jours qui suivent par son chancelier. Clôture ce mardi 11 octobre de l'atelier de renforcement des capacités des jeunes des différents domaines et des différentes structures sur les vivre ensemble, l'éducation civique et la résolution des conflits. L'activité s'est tenue pendant 2 jours dans la salle de cadre de concertation de la société civile du Lualaba. Différents orateurs ont défilé devant, chacun avec un thème précis. C'est le cas du chef des divisions de la jeunesse, Ferdinand Dipang, qui a exposé sur comment résister à la manipulation sous toutes ses formes d'Arsamouteb. Pour ce 2e jour des formations des jeunes sur l'éducation civique et les vivre ensemble, les participants ont appris différentes notions, notamment pourquoi dialoguer, comment conduire un dialogue, comment conduire une médiation en cas de conflit et les étapes d'un plaidoyer. Participant à cet atelier, le chef des divisions de la jeunesse du Lualaba, Ferdinand Dipang, a quant à lui échangé avec les jeunes sur comment résister à la manipulation en leur donnant des stratégies. Les jeunes Lualabais doivent jouer un grand rôle dans la vulgarisation de la culture du vivre ensemble, a martelé Jean-Michel Louemboué, cadre de la société civile. Ce qui a été fait, c'est ce qui est plus grand. Ce que nous allons faire, c'est d'utiliser maintenant la connaissance que nous avons acquise après ces 2 jours. Nous sommes déjà aptes à mener un plaidoyer, nous sommes déjà aptes à faire la médiation, à remémorer ce que nous avons étudié et ensemble, nous aurons un temps pour analyser, faire les analyses de tous les conflits qui existent au Lualaba spécifiquement. Parce que nous avons cité les genres de conflits, n'est-ce pas, qui peuvent exister dans une ville, dans une province, mais nous allons analyser spécifiquement ici au Lualaba quels sont les conflits. Et quand nous allons les analyser, nous saurions même que pour ces conflits, nous pouvons faire la médiation auprès de quelle autorité pour que nous puissions trouver solution. Et pour faire ça, nous avons besoin de faire un cadre permanent des jeunes du Lualaba. Une formation bénéfique pour les participants. Exactement, c'est très bénéfique pour nos jeunes. Maintenant, avec cette formation, ça nous permet à ce que dès lors nous sommes devant ces problèmes, devant ces conflits, en tant que jeunes, dynamiques, nous puissions nous réunir, dire non aux manipulations, à ce que nous puissions trouver des bonnes résolutions à nos problèmes. Cette formation va se poursuivre dans d'autres coins de la province dans le but d'outiller les jeunes sur la résolution des conflits, les vivre ensemble et l'éducation civique, ont signifié les organisateurs. Les magistrats, policiers, avocats et OPJ de Kolwezi ont participé ce mardi 11 octobre à une formation des remises à niveau sur leur rôle à jouer dans la société. Cet atelier vise à outiller les enquêteurs dans la lutte contre la traite des personnes sous toutes ses formes. Élément des reportages signé Olivier Cavonda. Dans l'objectif d'avoir une justice transparente et qualitative, la présidence de la République, via l'Agence pour la prévention et lutte contre la traite de personnes, a organisé une formation des remises à niveau dans les OPJ, APJ, magistrats, avocats, policiers et d'autres sur différentes formes de traite de personnes. Cette formation, la session de formation et de coaching des enquêteurs sur la traite de personnes vise à outiller les enquêteurs que sont les magistrats et les OPJ sur la traite de personnes, de manière à ce que nous puissions tisser avec ces enquêteurs une collaboration étroite et efficace sur cette matière de traite de personnes. À sa juste valeur, cette formation est d'une importance capitale dans le sens où elle permet aux enquêteurs d'avoir la notion sur la traite de personnes. En tant que ministère public, nous devons aussi intégrer dans notre façon de travailler toutes les notions relatives à la traite des personnes. C'est comme ça que l'orateur nous a parlé des différentes formes de traite des personnes. Donc nous sommes là spécialement comme OPJ et enquêteurs afin de traquer toutes les formes de traite des personnes à travers la ville ou la province afin de les décourager et mettre fin à cette histoire. Quant aux formateurs, le travail des enquêteurs va permettre de connaître le vrai cas de traite de personnes. Ce sont des notions basiques
de la traite de personnes qui vont permettre aux enquêteurs de connaître les cas de traite de personnes afin d'intervenir pour pouvoir permettre aux victimes d'être prises en charge de façon holistique par l'agence et permettre aussi aux trafiquants, aux bourreaux, d'être traduits devant les cours de tribunaux afin de subir la rigueur de la loi. C'est dans la salle de fête de l'hôtel Colibri 2 que cette formation s'est déroulée. Et pour finir en religion, la paroisse Saint-François de la Cité UCK célèbre son jubilé des platines au cours de cette année 2022. L'ouverture de l'année jubilaire a été faite par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi. Kamba Teddy Dizomba nous en parle. Construit en 1953 par les missionnaires franciscains, la paroisse Saint-François de la Cité UZK dans la ville de Kolwezi totalise à ce jour 70 ans d'existence. Pour marquer l'ouverture de l'année jubilaire de cette église du diocèse de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi Kamba y a célébré une messe ce dimanche 9 octobre. En présence de plusieurs chrétiens catholiques venus de partout pour célébrer ce jubilé de platine, l'évêque de Kolwezi a, au cours de son homélie, invité les chrétiens à la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi je vous supplie de toujours être reconnaissant envers Dieu. À l'occasion des 70 ans de la bâtisse, le curé de cette paroisse jubilaire a prononcé son discours dans lequel il est revenu sur la naissance de la paroisse Saint-François. Il y a 70 ans, s'ouvrait la première station pour l'évangélisation des ouvriers qui commençaient alors à travailler sur le nouveau site que l'Union minière venait d'ouvrir. Ainsi commence l'ouverture, plutôt l'aventure chrétienne, dans cette contrée par une succession de pionniers franciscains, frères et fils du grand saint François d'Assise. Pour marquer le jubilé de platine de la paroisse Saint-François, l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi, a invité le chrétien de cette paroisse à s'impliquer pour la construction d'une nouvelle paroisse sur le site Chala. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Entre-temps, restez sur Mikba Télévision pour la suite de nos programmes. Au revoir et shalom chez vous.